Dans le chapitre consacré à l'univers, voici l'histoire de la cosmologie. Commençons par voir ce qui s'est passé jusqu'au Moyen Âge. En Mésopotamie, depuis le second millénaire avant Jésus-Christ, les Babyloniens observent scrupuleusement les cycles de la Lune et du Soleil. Ils les utilisent pour former leur calendrier et pour réaliser des divinations célestes. Pour les calendriers, le souci est que la périodicité des phases de la Lune ne correspond pas bien avec le cycle des saisons liées au Soleil. En 500 avant Jésus-Christ, ils avaient établi que 235 mois synodiques lunaires, c'est-à-dire les périodes séparant deux phases identiques consécutives de la Lune, correspondent à 19 années solaires. Ces 19 années solaires correspondaient donc à 19 années de 12 mois lunaires plus 7 mois. En effet, 235 égale 19 fois 12 plus 7. Il fallait donc, dans les calendriers, intercaler ces 7 mois lunaires sur 19 années solaires. Au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, on fixa donc un principe d'intercalation régulière lors des années numérotées 1, 3, 6, 9, 11, 14 et 17 du cycle. L'astronomie scientifique se développe dans le monde grec. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, la thèse d'Anaximandre est que la Terre est suspendue dans le ciel sans aucun support. C'est considéré comme la première révolution cosmologique et un point de naissance de la pensée scientifique. Les Grecs observent et essaient d'expliquer le mouvement régulier des planètes qui sont les astres errants. Au Ve siècle avant Jésus-Christ, Anaxagore comprend le phénomène des éclipses de Lune et de Soleil. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Aristarque de Samos émet l'hypothèse que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Il estime les rayons de la Lune, du Soleil et la distance Terre-Soleil. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Ptolémée prône l'hypothèse géocentrique, qui est fausse, mais qui prévaudra pendant des siècles. Les découvertes des savants de l'Antiquité ont été perdues en Europe. Elles ont par contre été conservées par les Arabes. Grâce à eux, l'Occident redécouvre ses connaissances au XIIe siècle. Voyons maintenant ce qu'il en est des découvertes suivantes, mais avant l'époque moderne. En 1543, Copernic démontre mathématiquement qu'outre le mouvement des planètes, les phénomènes célestes sont tous correctement décrits avec un modèle héliocentrique. Cela contredit le modèle géocentrique qui prévalait jusqu'alors. En 1609, Kepler découvre que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en suivant des trajectoires circulaires parfaites, mais des trajectoires elliptiques. C'est la première loi de Kepler. Sa seconde loi stipule que le mouvement de chaque planète est tel que le segment de droite reliant le Soleil et la planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Sa troisième loi stipule que pour toutes les planètes, le rapport entre le cube du demi-grand axe de la trajectoire et le carré de la période est le même. Cette constante dépend de la masse du Soleil, mais est indépendante de la masse de la planète. En 1609, grâce à sa lunette astronomique, Galilée observe 4 satellites de Jupiter. En 1671, Isaac Newton invente le télescope, qui a des performances meilleures que la lunette de Galilée. En 1687, il découvre les lois universelles du mouvement. Par le calcul, elles permettent de retrouver les lois empiriques de Kepler. En 1705, en utilisant les lois d'Isaac Newton, Halley prédit le retour d'une comète qui portera son nom. En 1725, James Bradley découvre l'aberration de la lumière. L'image des étoiles nous apparaît décalée
en raison du mouvement de la Terre autour du Soleil. Né en 1724, Kant émet l'idée des galaxies. Voyons maintenant quelques découvertes modernes. En 1923, Edwin Hubble prouve l'existence des galaxies. Elles sont très éloignées. En 1929, il montre qu'elles s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont déjà lointaines. C'est l'expansion de l'univers. Cette découverte est à l'origine de la théorie du Big Bang. Le fond diffus cosmologique constitue une bonne preuve de la théorie du Big Bang. Il a été prédit en 1948 et découvert en 1964. Toutes ces découvertes reposent en grande partie sur des calculs de distance. Pour les étoiles situées à moins de 100 années-lumière, on peut utiliser la méthode de la parallaxe annuelle. L'objet dont on veut mesurer la distance est observé 2 fois, à 6 mois d'intervalle. Grâce à la configuration des étoiles en arrière-plan, on peut calculer les angles ABE et BAE, puis en déduire la parallaxe, qui est l'angle θ sur la figure. On a alors la relation D égale R sur θ, avec θ en radians. Grâce au satellite d'astrométrie européen Hipparcos, les parallaxes annuelles d'environ 100 000 étoiles sont maintenant connues avec une précision d'un millième de seconde d'arc. Pour des distances plus lointaines, Henrietta Leavitt a utilisé les céphéides. Ce sont des étoiles dont l'intensité varie périodiquement avec une période de 1 jour à plusieurs semaines. Cette période est fonction de la luminosité intrinsèque de l'étoile. On a calibré cette relation en étudiant des céphéides du petit nuage de Magellan, situées donc toutes à la même distance de nous. Ensuite, on mesure la luminosité apparente qui est fonction de la luminosité intrinsèque et de la distance. On va pouvoir ainsi mesurer des distances jusqu'à 100 millions d'années-lumière. Pour les objets plus lointains, on utilise la méthode du décalage vers le rouge. Elle permet de déduire la vitesse à partir de l'observation des raies d'absorption ou d'émission issus de l'observation des spectres de lumière des étoiles. Cette méthode, combinée à la loi de Hubble, permet en théorie de mesurer les distances d'objets, pour peu qu'ils soient lumineux, situés jusqu'au plus profond de l'univers observable.